Je suis très heureux de vous accueillir ici à la Société industrielle pour un sujet inhéremment technique, technologique, mais aussi qui va certainement révolutionner l'urbanisme. Et je tiens à saluer la présence de mon collègue Jean-Philippe Bouillet, adjoint au maire en charge de l'urbanisme, qui a piloté avec sa collègue en charge du numérique, Marine Tinger, ce projet. Je tiens aussi à remercier la participation de Madame Sabine Rod. Merci de votre présence, vous allez intervenir tout à l'heure. Et tout de suite, je passe la parole à Cécile Califin-Walch, qui va commencer l'exposé. Je crois que nous avons aussi un intervenant en visio qui pourra intervenir au courant de la journée. Voilà. Donc, et après, suite à la présentation, il y aura échange, questions-réponses autour du café. Après le café. D'accord, voilà. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, merci d'être là ce matin. Donc, je vais commencer les présentations par un petit propos introductif. Nos invités vont sans doute présenter de manière beaucoup plus détaillée ce qu'est un jumeau numérique, mais je vais quand même apporter un petit aspect de contexte en fait, et surtout le lien entre cet outil du jumeau numérique et les applications possibles dans le domaine de l'urbanisme. Donc, le jumeau numérique, c'est un modèle numérique dynamique et intelligent, qui est une représentation d'un produit, d'un objet ou d'un processus complexe. Et donc, il a la capacité d'évoluer grâce à des échanges d'informations entre le monde physique et le monde virtuel, en fait, en temps réel. Donc, l'historique très rapide, c'est les premiers éléments liés au jumeau numérique sont apparus dans les années 70, mais c'est vraiment dans les années 2000 que le concept a commencé à se développer dans l'industrie. Et aujourd'hui, il est largement développé dans le domaine de l'aéronautique, de la défense, de la médecine. Et on a aussi un outil qui ressemble au jumeau numérique dans la construction, c'est le BIM, le Building Imaging Management. Voilà. Du coup, on verra que ce n'est pas tout à fait un jumeau numérique. Et pour le sujet qui nous intéresse ce matin, c'est de voir comment le concept de jumeau numérique a été adapté pour les bienfaits de la gestion urbaine de nos villes et de nos territoires. Donc, tout d'abord, pour se retrouver un petit peu dans tous ces vocables, je dirais que la brique de base du jumeau numérique, c'est la maquette numérique. Donc, c'est simplement une représentation en 3 dimensions d'un objet ou d'un processus. Sachant, alors c'est un peu le miroir de cet objet. Donc, dans un sens, ça permet de visualiser cet objet, et dans l'autre sens, ça permet de procéder à une conception et à une construction. Donc ici, dans l'exemple d'un bâtiment, mais c'est adaptable à différents objets. Si on passe à une étape supérieure, on a effectivement tout ce qui est BIM et SIM, dans City Imaging Management, donc là à une échelle un peu plus large de quartier, où on a donc des données intelligentes qui sont associées à cette maquette. Et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que là, cet outil permet d'intervenir tout au long du cycle de vie de cet objet. Donc si on reprend l'exemple de la construction, c'est la conception d'un bâtiment par exemple, la construction avec une étape importante de chantier, ce genre d'outil permet de gérer la coactivité entre les différents corps de métier par exemple, mais aussi après la construction, tout ce qui est maintenance et entretien et développement du bâtiment. Mais avec le jumeau numérique, on passe encore à un stade supérieur, où l'objet est reproduit vraiment dans sa dynamique et son fonctionnement. La maquette, elle peut évoluer et se mettre à jour, et ça implique une circulation de données en fait, entre le réel et le virtuel dans un aller-retour, et tout ça est géré, en fait, analysé, monitoré, grâce aussi à des solutions d'intelligence artificielle, et tout ça potentiellement en temps réel. Voilà, mais bon, pour ce qui vraiment nous intéresse plus spécifiquement ce matin, c'est l'application de cet outil à la ville et au territoire.
Donc pourquoi il peut être utile? On a vu que toutes les qualités du jumeau numérique qui ont fait leur preuve dans le domaine de l'industrie, comme l'anticipation, l'optimisation, les ajustements au cours du cycle de vie, c'est des choses qui peuvent être vraiment pertinentes à l'échelle de la gestion d'une ville ou d'un territoire. Alors vous connaissez le concept de Smart City, de ville intelligente. Alors on a un peu cette image de système bardé de technologie, avec des capteurs partout, des feux tricolores intelligents, etc. Donc là, ce concept qui en fait a été initié et déployé par les entreprises de la tech, et donc au départ plutôt axé sur leur cœur de métier. Et effectivement, initialement, ça ne prenait pas trop en compte l'aspect humain de la gestion des villes et des territoires. Mais aujourd'hui, ce concept a vraiment évolué grâce au fait aussi que les décideurs, les acteurs de la ville se sont appropriés ce concept, et avec un dialogue avec les entreprises de la tech. Donc tout cet outil a pu vraiment évoluer. Aujourd'hui, on parle de responsive city, donc un nouveau vocable, on aime bien ça. Donc qui marque un peu le passage vers une approche qui est plus axée sur la transition environnementale, d'une part, et aussi où le citoyen, il est plus simplement un producteur de données, comme ça pouvait être compris au début, dans les débuts de la Smart City, mais là il peut vraiment devenir un utilisateur de services, voire même un contributeur actif. Donc les usages du jumeau numérique sont variés. La brique de base, là encore, c'est une visualisation en 3D, un espace de collaboration, la gestion documentaire, donc qui permet d'informer, de communiquer avec les différents acteurs, mais aussi avec le grand public. Et puis on a un deuxième groupe d'usages qui lui est lié à la capacité du jumeau à faire le lien entre les informations. Donc ça permet de suivre et puis de simuler des phénomènes physiques complexes comme la gestion des flux des eaux. Donc ça permet de travailler par exemple à la simulation de risque d'inondation, au phénomène d'îlots de chaleur, etc. Donc on va vers une optimisation des services. L'idée c'est d'aller vers une optimisation des services urbains et une économie de ressources. Et enfin, on a les usages augmentés, donc alimentés par la capacité là, vraiment d'interactivité de l'outil entre monde virtuel et monde réel. Et là, effectivement, on peut développer des usages donc en lien avec la sphère citoyenne, comme la concertation. On a aussi des exemples, comme à Genève, par exemple. On a l'instruction des permis de construire qui a été améliorée et rendue plus fluide grâce à cet outil-là. Puis, gestion des mobilités, etc. Toute une sphère de développement possible, d'application possible. Donc les bénéfices sont variés, on voit communication, e-administration, gouvernance, support à l'innovation. Ça peut être aussi un support à l'apprentissage. Effectivement, en recréant l'objet, ça peut permettre de créer des simulations et d'être un support à l'apprentissage. Et pour ce qui est des thématiques, effectivement, on a tout ce qui a trait à l'architecture et à l'urbanisme, mais aussi aux usages et aux conséquences des usages de la ville. Pollution, niveau sonore, prix de l'immobilier, tout ce qui est réseau, aussi bien le transport que d'énergie, et puis tous les flux qui animent la ville, les flux de personnes, de marchandises, voire de circulation d'air par exemple, et puis tout ce qui est effectivement ressources dont elle dispose, l'eau, le sol, le sous-sol. Voilà, donc quelques exemples. Voilà, aujourd'hui, on est où concrètement du développement de telles démarches? Donc dans le domaine de la Smart City, il y a certaines initiatives qui ont abouti à des échecs, voire à des ratages retentissants, mais il y a aussi des exemples de jumeaux numériques qui ont vraiment pu se développer. Donc à Toronto, le quartier n'a pas abouti, mais à Singapour, c'est vraiment le précurseur mondial. Vous me corrigerez si je me trompe. Voilà, c'est pas mon sujet de prédilection, mais on a des spécialistes qui pourront éventuellement recadrer ou préciser mon propos.
Donc Singapour, et puis en France, c'est Rennes Métropole qui a été une des premières à développer un jumeau numérique de ville. Et l'application, c'était de suivre la consommation énergétique des bâtiments tertiaires et résidentiels et de planifier ces rénovations énergétiques. À Angers, c'était plus axé sur les risques d'inondation et l'impact des aménagements sur l'environnement. À Aulnay-sous-Bois, encore un autre exemple, ça a été plus développé pour les mobilités, notamment ça a permis de créer des scénarios par rapport à la zone à faible émission, donc ZFE, ou l'impact des mesures de télétravail. Enfin, vous voyez, c'est très varié. Et plus proche de nous, à Strasbourg, on l'utilise pour suivre la couverture végétale dans le cadre de du plan Canopé de l'Eurométropole. Et à Mulhouse, il y a également des applications, et on verra donc l'exemple concret avec le quartier DMC dans la suite de la présentation. Donc, si on se base un peu sur une publication de la Banque des Territoires qui a fait un peu le point sur certaines expériences dans le domaine des jumeaux numériques des villes, le retour d'expérience en fait montre que les collectivités qui semblent tirer leur épingle du jeu sont celles qui adoptent une approche progressive sur le temps long, qui vont s'appuyer sur leurs ressources en interne, qui vont utiliser des données dont elles disposent déjà pour commencer, et qui vont développer des fonctionnalités qui répondent vraiment à un besoin opérationnel. Et donc tout ça, cette démarche vraiment pragmatique et progressive, ça peut nous faire dire que ça ne concerne pas forcément les grandes métropoles, mais potentiellement c'est un outil qui pourrait développer aussi pour des plus petites collectivités. Voilà, au final, pour conclure, je dirais que voilà, on est dans des outils numériques, du virtuel, mais qui a un lien très fin et très fort avec le monde réel, la réalité. Donc le virtuel, mais en même temps les pieds sur terre, et puis je crois que c'est important vu les enjeux qui nous attendent. Et puis le jumeau numérique, c'est plus qu'un outil, on l'a vu, c'est plutôt une démarche, même on pourrait dire un état d'esprit. Et du coup, je crois qu'on va voir l'application dans l'exemple qui va nous être présenté à plusieurs voix sur le quartier DMC. Et juste, vous aurez, tous les participants recevront les présentations qui ont été faites ce matin, avec également quelques références pour ceux qui souhaitent aller plus loin. Voilà, donc je vais passer la parole à nos invités et mettre leur présentation en place. Est-ce que vous pouvez juste activer votre micro? Ouais. Ah, là, il nous entend pas. Le voilà. Donc, effectivement, j'avais pas le micro. Désolée. Vous n'avez pas entendu? Non. C'est tout blanc, merci. Désolée, vous avez l'image, mais pas le son. Pas grave. Merci. Voilà. Donc, je vous laisse en fond d'écran et je mets la présentation. Et je vais laisser du coup Monsieur Bouillet peut-être faire l'introduction. Merci, oui, bonjour à toutes et tous, merci d'être là. Je suis Bouillet, je suis adjoint à l'urbanisme, j'ai aussi le plaisir de piloter le projet DMC. Je vais vous en dire quelques mots sur le plan urbain, puisqu'il faut recontextualiser, donner un environnement à ce jumeau numérique qui est effectivement un outil au service de la reconquête d'un patrimoine d'exception. Alors, patrimoine d'exception, je pense que tous ceux qui connaissent Mulhouse et qui connaissent DMC n'auront pas besoin d'une démonstration sur le caractère exceptionnel du site. Je vais quand même vous montrer quelques images, parce que finalement, ça va toujours mieux quand on montre quelques belles images. Le cœur du site, c'est 13 hectares. C'est également 110 000 m² de surface de plancher. Juste pour vous donner une idée, c'est 4 fois ce qu'on a construit à la gare autour dans le quartier d'affaires jusqu'ici, 4 fois. 110 000 m² sur lesquels, aujourd'hui, en gros, 1/5 est occupé. 1/5 qui est occupé, vous le voyez ici sur cette carte,
par finalement 3 phases qui ont eu lieu jusqu'ici. Une qui démarre en 2007-2008, quand Jean-Marie Wauquel donne à la CERM à l'époque, à Citivia aujourd'hui, le mandat de développer un village d'activité que vous pouvez voir et qui originellement avait un certain nombre de fonctions publiques, a aujourd'hui un certain nombre de fonctions privées, puisqu'il y a beaucoup de créateurs, d'architectes, il y a même un studio de télévision qui s'y est installé récemment, Studio 7K. Donc première phase 2007-2008, une deuxième phase qu'on connaît tous là aussi, qui est le développement de Motoko à partir de 2010, là aussi en 2 phases on va dire, dont nous sommes à l'heure actuelle dans la deuxième phase sous la houlette de Martin Zusi, un modèle économique qui s'est vraiment beaucoup équilibré depuis, avec finalement une mixité d'usage entre de l'événementiel au rez-de-chaussée. J'espère que vous avez tous eu l'occasion de vous y rendre pour tel ou tel événement. Et puis à l'étage, pas loin de 140 artistes qui sont hébergés dans des conditions économiques très favorables, qui leur permettent de débuter leur carrière, surtout quand évidemment ils démarrent, il y a un problème purement financier à régler, et donc ils sont hébergés dans des conditions très favorables qui sont rendues possibles déjà par le partenariat avec les collectivités, que ce soit l'agglomération et la ville, mais aussi par ce modèle économique avec de l'événementiel qui génère un flux financier au rez-de-chaussée. Une deuxième phase ici. Troisième phase en 2020, inauguration du CMC, la plus haute salle d'escalade intérieure de France. J'ai longtemps dit d'Europe, et puis finalement on m'a dit non, de France, ça serait suffisant quand même. 25 mètres en hauteur. Alors 25 mètres, ça paraît beaucoup ou pas beaucoup, j'en sais rien. Moi, j'ai pas essayé les 25 mètres, j'ai essayé beaucoup moins, c'est déjà très impressionnant. Ce qu'il faut savoir surtout, c'est que ça donne la possibilité à des professionnels de s'entraîner, et notamment, ça nous a permis, avec d'autres équipements du territoire mulhousien, de devenir lauréat de Terre de Jeux 2024, et donc d'accueillir un certain nombre d'athlètes qui s'entraînent pour les Jeux Olympiques 2024 à Paris l'année prochaine. Donc ces 3 phases, vous les voyez ici, elles se poursuivent, elles s'accélèrent avec des tas d'autres choses. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais le 4e volet qu'on est en train de mettre au point, notamment avec un groupement de maîtrise d'œuvre qui est sous la responsabilité de Guillaume de Lemazur, du cabinet DEA, c'est la transformation du bâtiment 62 que vous voyez ici. C'est un des 2 vaisseaux, on dit amiraux ou amiraux, je crois bien. Il est encore tôt, je n'ai pas pris beaucoup d'avis. Donc un des 2, on le coupera. Donc le bâtiment 62, 23 000 m² de surface, ça fait beaucoup de surface, ça fait aussi surtout beaucoup de longueur et de profondeur. Quand on va rentrer sur des aspects techniques d'aménagement de ce bâtiment, on va se rendre compte, je regarde notre partenaire Joël Alzenaguer qui préside le conseil consultatif du patrimoine mulhousien, on se voit dans quelques semaines justement pour recueillir vos avis. Vous avez travaillé là-dessus, je crois que le document fait une 15aine de pages, j'avais vous dit, donc avec des recommandations sur ce site qui viennent compléter des études antérieures. L'idée étant sur l'ensemble du site de préserver autant qu'on peut. Autant qu'on peut, il faudra aussi être pragmatique. De temps en temps, l'histoire a fait souffrir ces bâtiments magnifiques qui datent pour la plupart de fin 19e, début 20e. Et l'idée, c'est vraiment de les préserver au maximum. Et de recréer un quartier qui soit pas un ovni posé au milieu de la ville, mais un quartier reconnecté. Alors reconnecté, ça va vouloir dire notamment qu'on va pouvoir y rentrer plus facilement, le traverser plus facilement, même si son cœur sera dédié aux mobilités douces, parce qu'il n'est pas question d'en faire une autoroute non plus. Qu'on soit bien reconnecté sur le plan des mobilités douces, des transports en commun, des accès automobiles si nécessaires, mais qui resteront en périphérie. Et là, vous commencez à voir que ce projet de quartier, avec finalement au cœur de sa transformation, et on y reviendra un autre jour parce que sinon j'en aurai pour bien trop longtemps, les arts visuels au cœur, avec Motoko, mais d'autres fonctions qu'on va créer autour, et des possibilités d'avoir ce qu'on appelle habituellement l'urbanisme des fonctions urbaines, c'est-à-dire de pouvoir habiter, de pouvoir se divertir, de pouvoir travailler, de pouvoir avoir toutes ces fonctions à l'intérieur d'un quartier qui sera, comme je le disais, reconnecté à l'ensemble de la ville, puisque, comme vous le savez, on est en pleine ville et pas du tout dans un quartier posé à l'extérieur. Ces notions de reconnexion sont donc extrêmement importantes. Alors, démonstrateur de la ville durable, comme toutes les collectivités, à un moment on cherche des partenaires, à la fois financiers et humains. Je regarde Sabine, à laquelle je passerai la parole tout à l'heure. Finalement, il y a bientôt 2 ans, l'agglomération et la ville, donc j'insiste parce que c'est vraiment un partenariat,
se pose la question de savoir comment on va pouvoir accélérer notre transformation du quartier DMC en quartier de ville avec les arts visuels en son centre. C'est-à-dire, ça c'est la feuille de route, et après comment on fait? Comment on fait? Il faut, comme je le disais, trouver de l'argent, trouver des ressources intellectuelles, des gens qui sont capables de nous aider et pas juste de nous financer. Et donc, le gouvernement a lancé cette feuille de route France 2030 qui se constitue au fur et à mesure avec toute une flopée d'AMI, a émis des appels à manifestation d'intérêt. Donc, il y a 2 ans, démonstrateurs de la ville durable, nous sommes une cause, on se dit on a quelque chose à offrir, on a quelque chose à expliquer. Et donc on rentre dans cette première phase de compétition, puisque c'est une forme de concours. On propose un dossier et nous avons la chance d'être lauréats parmi les 39 villes de France qui ont un projet dans ce portefeuille du développement durable. Donc démonstrateur de la ville durable, pour nous ce sera 2 phases. La première dans laquelle nous sommes à l'heure actuelle, qui durera un maximum de 36 mois, pour lesquels le financement va jusqu'à au total 1 million, dont 500 000 qui viennent de l'État. Ensuite, après, il y a une espèce de grand oral. Alors, je ne sais pas si c'est le grand oral du bac ou un jury ou je ne sais pas quoi. Ils ne nous ont pas encore donné le format, mais en gros, tous les porteurs auront le plaisir de pitcher, d'expliquer ce qu'ils ont fait pendant cette première phase, de montrer qu'ils sont capables de faire autre chose, parce que dans la deuxième phase, il y a encore plus d'argent et encore plus de soutien pour faire des choses. Ça peut monter jusqu'à 10 millions d'euros. Et vous imaginez bien que les 110 000 mètres carrés que j'évoquais tout à l'heure, pour les reconvertir, selon ce que vous voulez faire dedans, vous allez être entre 1 000 et 3 000 euros du mètre carré. Donc on parle en centaines de millions pour la reconversion de ce site. On va se retrouver dans des modèles de partenariat public-privé. Ça explique aussi pourquoi l'EDF, pourquoi un certain nombre d'autres partenariats autour de nous, qui sont publics, semi-publics ou privés, ou complètement privés, pour travailler avec nous sur ce sujet. Les thématiques, elles sont celles de la ville durable. Mixité des usages, j'en parlais tout à l'heure en disant nous voulons un quartier, pas un endroit où on ne fait qu'une seule chose, mais un endroit où on peut habiter, travailler, faire ses courses, faire du sport, se divertir, toutes ces choses. Ça vous rappelle peut-être la terminologie de Carlos Moreno, qu'on a beaucoup utilisée à Mulhouse pendant notre campagne municipale. La transition énergétique, on va se poser des questions sur la gestion de l'énergie, ça y reviendra, c'est extrêmement important d'y penser en amont de manière intelligente. Pourquoi? À minima 2 raisons. Déjà, ces bâtiments n'ont pas été tout à fait conçus dans les normes de la réglementation environnementale de 2020, puisqu'ils ont été construits fin 19e et début 20e. Cela étant, les anciens avaient beaucoup d'intelligence dans ces domaines, contrairement à ce qu'on pourrait croire. On n'a pas nécessairement réinventé beaucoup de choses. Ils savaient notamment utiliser l'énergie solaire pour l'éclairage. Ils avaient une bonne notion d'énergie thermique, de gestion de l'énergie et de la thermicité. Mais en tout cas, c'est vrai que pour les passer d'un statut industriel à un statut d'habitation ou un statut de bureau ou un statut de hall d'exposition, par exemple, dans le cadre des arts visuels, il y a un chemin à parcourir, on le parcourra ensemble. Biodiversité, sujet important. Je regarde notre ami Michel Bourguet, avec lequel on travaille beaucoup avec les naturalistes, évidemment, Alsace Nature. La biodiversité, c'est un sujet important. On a une chance incroyable, c'est que les anciens, quand ils ont fait le site DMC, ils ne nous ont pas tout artificialisé, bien au contraire. Vous connaissez la magie de ce site. On regardera 2-3 photos tout à l'heure pour se rappeler à quel point il est magnifique, mais on a quelque chose sur lequel s'appuyer. Et d'autre part, la ville porte depuis déjà plus d'1 mandat un projet qui s'appelle Mulhouse Diagonale, qui consiste à reconquérir tout l'aspect des ruisseaux et des rivières du centre de la ville. Et donc, on a quelque chose sur lequel s'appuyer. Ce qui est important, je crois qu'on disait toujours, il faut partir de l'existant et pas créer ex nihilo. Mobilité, je finis là-dessus. J'évoquais la notion d'un cœur de site complètement dédié aux mobilités douces. Alors, il y a des exceptions, évidemment, pour les véhicules de secours si on en a besoin et les personnes à mobilité réduite, mais l'idée c'est que le cœur du site soit entièrement piétonnier, vélo, et que donc on innove aussi avec des partenaires comme l'Université de Haute-Alsace autour de la livraison des colis, la livraison du courrier, pour qu'on ait des moyens un petit peu différents d'aborder ces questions. Et ces questions d'innovation, elles vont nous permettre, alors peut-être d'aller plus haut, hein, parce que ça c'est l'image de
de la salle d'escalade, elles vont surtout nous inciter à faire des choses un peu différemment, des choses différemment. Moi je dis toujours à l'intérieur du projet, quand on se demande est-ce qu'on essaye ça ou pas, je dis si on ne prend pas le risque de se tromper un jour, c'est qu'on n'a pas pris assez de risques. Moi je ne connais pas de gens qui ont innové en se disant on va faire la politique des petits pas, on ne va pas prendre trop de risques, comme ça on est sûr de ne pas se tromper, on est surtout sûr de ne pas faire grand-chose. Donc on va innover, soyez pas surpris si de temps en temps ça ne marche pas et on rétropédale, parce qu'on essaiera d'apprendre quand ça ne marche pas. On essaye évidemment de faire que ça marche le plus souvent possible, mais je pense que de temps en temps se tromper de voie et revenir en arrière et apprendre et continuer à construire de manière non linéaire, mais un petit peu créative et progressive, j'allais dire itérative plutôt d'ailleurs, ce serait important. Je pense que d'ailleurs cette personne qui monte là, elle ne doit pas avoir nécessairement la voie toute tracée avec une stratégie à 25 mètres exactement claire. Je pense qu'il y a aussi un petit peu de « je ressens l'endroit et je trouve ma voie » au fur et à mesure, je crois que c'est le terme qu'ils utilisent, pour aller plus haut. Je parlais de la beauté du site, biodiversité. Je n'ai rien à rajouter, ça se voit. Et je conclue là-dessus, donc avant de passer la parole à Sabine. C'est extrêmement important pour nous d'avoir des partenaires. Je vous remercie une fois de plus d'être avec nous là-dedans. Carino travaille de manière très proche avec vous. Le jumeau numérique, c'est un des éléments clés de ce que nous faisons à l'intérieur du site. Vous allez voir pourquoi c'est important d'en bénéficier pour avoir un levier supplémentaire. J'en profite pour dire que je ne travaille pas seul dans le groupe d'adjoints sur ce projet, loin s'en faut, parce que vous l'avez entendu, il y a plein de choses à l'intérieur. Il y a le jumeau numérique avec Marie Ottinger, il y a de la participation citoyenne. Je reviens sur ce que vous disiez, Cécile, tout à l'heure. L'importance du citoyen dans les mises en place de jumeaux numériques, c'est le contre-exemple de Toronto, hein, je crois. Donc Cécile Sorlin. Les mobilités avec Claudine Bonida-Silva. Il y aura des éléments de commerce avec Philippe Trimaille, il y aura évidemment des aspects d'art visuel, de culture avec Anne-Catherine Goes. Je ne vais pas lister tous mes collègues, et évidemment on va acheter plein de choses, donc mon collègue à la commande publique, Thierry Nicolas, qui m'a fait le plaisir de le présenter tout à l'heure, sera aussi un partenaire. J'insiste là-dessus parce que, sans en faire un long discours non plus, mais c'est un projet complexe. Il est complexe parce qu'il y a plein de choses qui s'entrechoquent, il n'y a pas juste un AMI à l'intérieur de DMC, il y a d'autres projets qui sont finalement posés les uns autour des autres. La gouvernance de tout ça, l'orchestration de tout ce sujet, c'est passionnant, c'est en même temps complexe, et ça incite, en tout cas ça m'incite moi à un peu de modestie, parce que je ne peux vraiment rien faire tout seul. Donc je vous passe la parole sur ce. Sabine, merci encore d'être là. Merci à vous, parce que c'est une belle aventure dans laquelle on a embarqué. En fait, d'ailleurs, effectivement, on peut se demander pourquoi EDF est rentré... c'est plus passé, c'est ça? Pourquoi EDF est rentré dans l'aventure et qu'est-ce qu'EDF vient faire dans le jumeau numérique, on va dire, hein, parce qu'on n'est pas forcément connu pour être spécialisé dans les jumeaux numériques. En fait, dans notre démarche d'innovation, globalement, on fait un certain nombre de choses pour l'interne, hein, et des fois, en apprenant en interne, on se dit, tiens, ce qu'on a appris en interne, ça pourrait bien servir à nos clients. Et donc, avec notre nouveau président qui souhaite vraiment qu'on accélère sur la digitalisation, mais on va dire qu'on a déjà lancé une démarche interne à l'entreprise de digitalisation de nos enjeux industriels. Alors le PR2, vous entendez beaucoup parler en ce moment de la relance sur le nucléaire, mais ça en fait partie. Mais déjà nos data centers, notre gestion immobilière, on a certainement un parc immobilier à gérer. Donc forcément tout ça, nous aussi on est obligé de se moderniser, de gérer, parce qu'on voit qu'aujourd'hui le monde devient de plus en plus complexe. Et on a aussi un certain nombre de clients. Et donc on a acquis une certaine expertise sur la donnée, forcément en lien avec notre taille. Et donc, encore une fois, ce que nous on fait pour nous, on se dit ça pourrait être mis au service de nos clients, parce qu'on a aussi forcément un certain nombre de clients. Et donc je dirais que cette conviction que la donnée sera au centre, et est déjà au centre des enjeux des villes et des territoires, parce que justement, aujourd'hui, on arrive avec des enjeux multiples. On parle du zéro artificialisation nette, on parle de toutes les lois climat,
on parle des enjeux sur la biodiversité. Et en fait, c'est des enjeux parfois contradictoires, c'est toujours la complexité va croissant. Vous voulez faire une manifestation, vous avez besoin de... Voilà. Et en escaladant comme ça, au fur et à mesure que vous interagissez, Jean-Philippe vient de nous parler en fait de la complexité de ce projet DMC, où il faut itérer avec plusieurs collègues, plusieurs approches. Et bien quand la complexité va croissant, on a besoin d'un outil qui nous permet d'échanger et de mutualiser certaines démarches. Alors, Cécile a déjà défleuré tout à l'heure le projet de Toronto, juste pour expliquer que en fait, Google a déjà fait une expérimentation sur Toronto pour justement mettre en place un jumeau numérique de la ville. Il s'avère qu'en fait la question de la donnée et à qui appartient la donnée est absolument centrale dans ce genre de démarche. Et justement, en fait, cette démarche n'a pas abouti parce que on sait bien que Google utilise les données pour son propre besoin. Et notre démarche, c'est au contraire de dire, non, on veut justement avoir une gouvernance de la donnée où les personnes, les parties prenantes qui rentrent dans la danse acceptent ou pas de partager leurs données, et qu'en fait ces données soient au service de ceux qui les partagent. Et c'est inverser la démarche de dire, plutôt qu'une vision très centralisatrice, d'avoir un outil support pour pouvoir centraliser les données et les partager au service de ceux qui les partagent, c'est toute la démarche. Je vais laisser Alain peut-être vous expliquer un peu plus, rentrer un peu plus dans le sujet du jumeau numérique, même si Cécile nous l'a déjà expliqué. Donc Alain, je te laisse la main. Avec plaisir. Bonjour à tous. Attendez, je mets la caméra. Voilà. Bonjour à tous. Alors, n'ayez pas peur, j'ai un petit accent qui n'est pas le même que celui du Grand Est, plutôt celui du Sud-Ouest, c'est à l'opposé. Sabine, comme je ne vois pas les slides... Oui, donc j'ai mis le premier. Hein. Tu peux dérouler, je m'adapterai. Voilà, bon, parfait. Donc les jumeaux numériques existent clairement depuis des années. Hein. Le programme Apollo a été créé sur la base des jumeaux numériques. Mais dans ce que l'on voit souvent, quand beaucoup d'entreprises nous parlent de jumeaux numériques, ils parlent d'abord de ce qu'on appelle le BIM. BIM, c'est le Building Information Modeling, donc c'est une représentation d'un bâtiment, d'un contexte quelconque, pour pouvoir en faire une réplique numérique d'un élément physique. Donc on fait une maquette. Et cette maquette, elle est là, elle vit. Et pourtant, à la finalité, on ne peut rien en faire. Donc tu peux passer au suivant. Donc du coup, on a commencé à se dire, certaines personnes, avec les nouveaux logiciels de gestion un petit peu de ce BIM, ont décidé de dire, tiens, on va y rajouter de la donnée. On va pouvoir coller de la donnée. Donc dans ce cas-là, ils ont rajouté des bases de données et ils sont venus faire des relations pratiquement physiques entre ces données et les objets qui sont représentés. On s'est aperçu très très vite que ces systèmes-là, qui sont aujourd'hui vendus dans la majorité des cas et dans beaucoup de villes françaises, je veux parler de Angers par exemple, ou bien de Dijon, ou bien d'autres villes, pourtant Dijon, EDF est partenaire de ce On Dijon. Ça s'appelle le BIMGEM, c'est le Building Information Modeling, gestion, exploitation, maintenance. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce qu'on n'est pas capable de croiser, d'échanger l'ensemble des données d'un écosystème. Une ville, par exemple, comme Dijon, c'est beaucoup de systèmes numériques, beaucoup de systèmes, on va dire, technologiques, qui sont raccrochés à une base de données classique, c'est-à-dire un gros conteneur de données. Et ensuite, on y rajoutait juste un hyperviseur, c'est-à-dire une salle de contrôle, dans laquelle on va avoir plein de systèmes qui vont pouvoir monitorer les feux rouges, l'éclairage public, tous les éléments technologiques. Mais le citoyen, il n'est toujours pas au centre dans cet écosystème. Il n'utilise que des systèmes de la ville qui sont maintenus, et c'est le minimum que l'on peut donner. Est-ce que tu peux passer au suivant?
Nous, ce qu'on a décidé de faire et ce qu'on fait sur les chantiers des EPR2, c'est de créer réellement un jumeau numérique, un vrai jumeau numérique. Donc on passe à la version numéro 3 du jumeau numérique, donc le BIM étant, on va dire, le début, le BIM-GEM étant la deuxième partie. Nous, on va venir d'abord créer des relations entre les objets, les citoyens, l'ensemble des services qui vont être mis en place dans la ville, pour les lier les uns aux autres. Alors, je vais employer un mot qui est assez bizarre, de façon récursive. C'est exactement l'image que vous avez sur la photo de cette base graphe qui représente en vérité la partie physique. Et voilà, là moi j'ai vu l'écran, ça vous voyez cette base graphe. Et de fait, cette base graphe permet de lier n'importe quel système à n'importe quelle application pour avancer vers quelque chose d'assez grand, croiser toutes les données qui sont produites par le jumeau numérique et créer n'importe quelle application que vous voulez faire par la suite. Cette notion de jumeau numérique, c'est vraiment quelque chose, j'entendais tout à l'heure M. Bouillet qui parlait de pouvoir faire des retours arrière, de pouvoir avancer vers le futur, ainsi de suite. C'est typiquement le cas. C'est-à-dire que si on se rend compte qu'une application ne fonctionne pas, si on se rend compte qu'un bâtiment, par exemple, n'est pas connecté, ou si on se rend compte que la performance énergétique n'est pas bonne, on peut enlever de ces relations un objet, un système, sans casser la totalité de la chaîne qui a été produite par ce jumeau numérique. L'autre avantage de créer ces jumeaux numériques-là, c'est qu'on a la capacité de traiter tous les contextes. Et ça, pour des villes, c'est assez important. Pourquoi? Parce que dans une ville, vous avez beaucoup de contextes. Vous avez le contexte environnemental, c'est-à-dire les arbres, les routes, la mobilité, et ainsi de suite, qui est traité d'une manière différente du contexte du bâtiment. Le bâtiment, vous avez des contextes qui composent le bâtiment. Vous avez le contexte tertiaire, vous avez le contexte commercial, le contexte industriel, et ainsi de suite. Tous ces systèmes-là, tous ces contextes sont en général traités par des jumeaux numériques qui sont silotés. Le fait d'utiliser ce type de base graphe permet de traiter tous les contextes. Et un autre avantage qui est important, c'est qu'il est reproductible à l'infini. C'est-à-dire qu'on peut reprendre le quartier DMC, dire demain, tiens, on veut aller faire le quartier d'à côté, celui qu'on veut, le centre-ville de la ville de Mulhouse, il suffit de venir rajouter un autre contexte de la ville, de le lier à cette base graphe et de l'étendre à l'infini. Donc ce sont tous les avantages que l'on va faire. Et dans les EPR2, par exemple, c'est ce qu'on a choisi. Parce que, je ne sais pas si vous savez, mais on rentre dans un défi assez majeur côté EDF. On va devoir créer 16 ou 18 EPR, je ne sais plus combien, c'est 16. On va commencer par un. Et ensuite, on va tout lier et on va reproduire sur les autres EPR dans les 30 prochaines années. Et donc, pour pouvoir étendre à l'infini ces systèmes, on n'y arriverait pas aujourd'hui. Donc, on va utiliser la même chose. Et la ville de Mulhouse va être équipée de cet écosystème-là. Voilà, donc ça c'est l'innovation. On travaille avec ça, avec une petite boîte française qui s'appelle Spinalcom. Et je pense qu'on va pouvoir réaliser quelque chose d'ultra innovant, reproductible pour les autres villes, et sur tous les contextes, qu'ils soient industriels, financiers, technologiques, mais aussi sur tout le territoire avec ce jumeau numérique. Voilà. J'espère que j'ai essayé de démocratiser complètement le discours, parce que si je rentre après dans la partie technique, ça peut être... Mais si vous avez des questions sur la partie technique, n'hésitez pas sur la façon dont on déploie ces choses. Alain, ce que je te propose, c'est que, comme le temps file, je te propose juste d'expliquer encore la partie des 3 couches. On va faire l'impasse sur la vidéo. Et si tu peux expliquer comment ça fonctionne concrètement. Puis après, on laissera la parole à Carino. Ouais. Décale-toi un petit peu, Sabine.
parce que en fait là je vois qu'un écran blanc que la caméra vient. Quand tu te mets un petit peu devant la caméra et qu'elle refait le zoom, voilà. Alors, il y a dans tout système existant aujourd'hui, qu'il soit, comme je vous disais, de tous les contextes, il y a toujours 3 couches qui composent un écosystème complexe. Un écosystème complexe ne veut pas dire un système compliqué. Il devient compliqué dès lors qu'on va faire, par exemple, une visuelle de jumeaux numériques comme à Dijon ou à Angers. Dans le système qu'on va faire, on va éliminer cette complexité, c'est-à-dire cette relation de connexion entre les différents objets ou les différentes applications et les différents sites, pour venir mettre 3 couches. Dans toutes vos villes, dans tous vos bâtiments, il y a toujours ce qu'on appelle une couche terrain. Dans l'industrie, c'est la même chose. La couche terrain, elle va porter l'ensemble des objets qui produisent de la donnée, qui créent cette production de données et qui ne sont pas du tout liés entre eux. Cette couche terrain, vous avez des milliers, voire parfois des centaines de milliers ou des millions d'objets qui produisent cette donnée. Si on voulait aller créer des applications par rapport à des familles d'objets, on serait obligé à chaque fois de venir créer un S dans la couche du milieu, qu'on n'appellerait pas la couche de convergence, on avait été écrite là, mais qu'on appellerait la couche SI, avec des bases de données qui portent l'ensemble de ces données produites, pour pouvoir utiliser cette donnée produite dans la couche du haut, qui elle est la couche service, et qui va mettre en œuvre une application liée à un SI, liée à une famille d'objets. Dans le jumeau numérique que l'on crée, grâce à ces relations qu'on va mettre en place, tous les objets produisent la donnée et transitent cette donnée vers la couche de convergence. Dans la couche de convergence, on vient croiser des données, orchestrer les données grâce à cette fameuse base graph, et ensuite on va pouvoir, grâce à toute cette donnée produite, venir créer toutes les applications qui sont disponibles avec toutes les données produites. Ce qui fait que dès lors qu'on veut rajouter un service pour un utilisateur, pour un citoyen, pour quiconque, ben on a juste à venir, si la donnée est produite et si la donnée existe, et si elle est croisée et bien orchestrée, dans ce cas-là, on n'a plus qu'à créer l'application. Et là, vous pouvez faire intervenir des acteurs locaux, quels qu'ils soient. Plus besoin d'aller chercher, par exemple, Schneider Electric, ou d'aller chercher des boîtes qui vont faire des applications qui vont coûter un bras parce que vous aurez à faire la couche terrain, la couche SI et la couche service. Vous récupérez que la donnée et derrière vous créez l'application. Et cette application, elle peut être créée par ou des universitaires ou par des écoliers qui sont parfois qui travaillent un petit peu sur le SI, qui vont utiliser cette donnée et qui vont la mettre en œuvre sur les smartphones ou sur les objets de mobilité. L'autre chose qui est importante, c'est que si le matériel n'existe pas dans la couche terrain, c'est toujours la même chose. Un universitaire, une école peut créer un petit objet qui va faire quelque chose de rigolo. Par exemple, mesurer la croissance d'un arbre, mesurer la température d'un ruisseau, mesurer la température entre l'ombre et le soleil, rien que ça. On récupère l'ensemble de ces données qui sont produites, on les intègre dans le jumeau numérique, et si cette donnée a du sens, on va l'utiliser dans une application qui est créée par ces mêmes personnes. Voilà. Merci Alain. Et donc, là, on essaye d'expliquer un petit peu ce que c'est que ce jumeau numérique, mais ce qui est surtout intéressant, c'est pour quelle finalité. Et là, pour le coup, je vais laisser la parole à Carino pour nous expliquer ce qu'on est en train d'envisager ensemble. Merci. Oui, bonjour à tous. Alors maintenant qu'on vous a expliqué ce qu'est le jumeau numérique, et ben maintenant c'est de voir avec vous, de vous présenter des cas très concrets sur lesquels nous allons, comme le disait Jean-Philippe, expérimenter le jumeau numérique, se tester. Et on a choisi trois cas d'usage assez différents qui montrent bien la palette possible d'un jumeau numérique. Je voulais juste vous dire en introduction que, Alain nous montrait, que la palette des possibles est immense. Dès lors, l'option qui est prise
c'est de dire, même si la palette est immense, n'oubliez pas que tout développement doit répondre à un réel besoin. S'il y a le besoin, on peut développer. S'il n'y a pas de besoin, ne développons pas, parce qu'on est aussi dans une dimension responsable du numérique. Je reviens sur les 3 cas d'usage. Le premier a une dimension et répond à un enjeu environnemental. On est en train de mener, en parallèle à cette expérimentation sur le jumeau numérique, une étude énergétique sur l'ensemble du quartier, de voir quelles sont les productions aujourd'hui d'énergie, les productions futures, les productions d'énergie renouvelables futures, et en face, quelles sont les consommations que nous avons sur le quartier, quelles sont les consommations projetées sur le quartier. Et là, l'outil du jumeau numérique doit nous aider à dire mais comment, au regard de ces éléments-là, de ces données d'entrée, comment mieux optimiser l'énergie à l'échelle d'un quartier. Et là, on a une vraie plus-value d'un jumeau numérique. Le deuxième, Jean-Philippe en parlait, se développe sur DMC un pôle d'art visuel autour de Motoko et de futurs acteurs qui vont s'implanter sur DMC. Nous avons rencontré la directrice en lui posant une question très simple. Toi, quels sont tes besoins? À quoi tu es confronté aujourd'hui et quelles sont tes difficultés? Et elle nous répond tout de suite en disant moi j'ai besoin d'avoir des outils qui m'aident à savoir sur la maintenance du bâtiment quels sont les contrôles que je dois effectuer, quand je dois les effectuer, sur quels équipements. Et en même temps, j'ai des difficultés sur ma gestion de stock de matériel, sur les chaises, sur les tableaux, sur les différents équipements spécifiques, vidéoprojecteurs, à qui je les prête, où je les range. Voilà, tout ça, moi j'ai besoin d'avoir de la visibilité. Et avec la résidence d'artistes, les mouvements des résidences d'artistes, quels qu'ils empruntent, où en sont les contrats. Et bien, avec EDF, nous avons eu des séances de travail pour lui dire, écoutez, on va essayer, à travers du jumeau numérique, de répondre à ces difficultés et voir comment, avec le jumeau numérique, on peut simplifier la gestion de ton activité et au final, optimiser cette gestion. Donc voilà, là on est plus dans un enjeu même économique pour le développement de ce pôle d'art visuel. Et enfin, troisième cas d'usage, et on en a beaucoup parlé ce matin, c'est qu'on s'est rendu compte, les expériences ont montré, que sans implication des habitants, cette démarche-là est vouée à l'échec. Et c'est l'échec cinglant de Toronto. Toronto, avec Google, pensait effectivement que récolter les données sans impliquer les habitants pouvait fonctionner dans une vision très technologique des choses. Manifestement, là, ça a tourné à l'échec. Et donc, évidemment, mais c'est l'ADN aussi de Mulhouse, c'est de pouvoir associer les habitants et de voir comment ce jumeau numérique peut répondre à un réel besoin des habitants. Sur des choses parfois très, très simples. On parlait de prêt de matériel spécifique, on parlait d'échange de savoir, on peut parler de réemploi. Enfin, voilà, les possibilités sont nombreuses. Donc voilà sur quoi, dans l'année qui vient, les sujets sur lesquels nous allons travailler. Et j'oublie pas nos amis de l'université, avec qui, sur DMC, nous allons expérimenter une navette autonome qui rend des services, et voir aussi quels services peuvent être et quels sont les besoins des futurs habitants avec cette navette autonome, et ce sera une prochaine étape aussi de travail. Donc voilà, quand on parle de jumeaux numériques, retenez qu'on est sur des choses très concrètes pour répondre à des réels besoins des acteurs de DMC. Et il y a une dernière dia. Voilà, juste, et c'est la dernière, pour dire qu'on va engager avec l'Agence de la participation citoyenne toute une démarche avec les habitants pour définir le réel besoin auquel on devra répondre à travers le jumeau numérique. Et on a une séance de travail qui démarre le 10 octobre
et qui se terminera en février pour avoir un applicatif à travers le jumeau numérique. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup. Merci à tous les intervenants d'avoir vraiment une présentation très complète et avec tous les aspects du sujet, je pense. Donc maintenant, on a un temps un petit peu court d'échange, mais il pourra effectivement se prolonger aussi autour d'un café.